Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Chers auditeurs, auditrices, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je m'attaque à un sujet un petit peu particulier qui parlera pas forcément à tout le monde, bien que je pense que ce soit utile pour tout le monde. Je parle de l'épilepsie aujourd'hui, dont je suis atteinte depuis l'âge de 17 ans. J'en ai 35 aujourd'hui, bientôt 36. Et j'avais envie de vous parler de ce sujet, j'avais envie de vous partager mon expérience, mon vécu, etc., dont je vous ai déjà un petit peu parlé sur d'autres plateformes, mais j'avais envie de le faire ici aussi. J'ai envie d'aider certaines personnes qui en sont atteintes ou qui ont des enfants qui le sont ou qui connaissent des personnes qui le sont aussi. Et je pense vraiment que c'est important d'en parler. Je trouve que c'est un sujet un petit peu tabou. Moi-même, avant d'être épileptique, ça m'est arrivé d'assister à des crises d'épilepsie et tout ça. Je trouvais ça assez dingue, assez fou, ce qui se passait pendant ce moment-là. On ne sait souvent pas quoi faire. On est souvent perturbé de voir ça et un peu dans l'inaction. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être bien d'en parler aussi pour tous qui m'écoutent, hein, qui pourront écouter cet épisode et qui pourront peut-être aider lorsqu'ils seront éventuellement amenés à avoir une crise d'épilepsie, en sachant que ça sera valable, ce que je vais vous dire, pour par exemple une crise de spasmophilie ou de tétanie. Il y a différentes sortes et je ne connais pas tout bien évidemment, mais en tout cas au niveau de la crise, ce qui se passe, ça va être plutôt similaire, hein. Donc du coup voilà, j'ai envie de vous partager tout ça, voilà, pour les personnes qui en sont atteintes et puis pour les personnes autres qui peuvent euh, qui peuvent aider ces personnes-là. Sait-on jamais, on peut tout à fait. Je pense que d'ailleurs n'importe qui est amené à pouvoir faire une crise au cours de sa vie, pouvoir faire même un malaise tout simplement ou différentes choses. Et les gestes d'urgence, ils sont de plus en plus enseignés. Je pense que c'est enseigné maintenant dans les écoles. Je sais pas trop à quel niveau, mais en tout cas, moi, je sais que j'avais eu des cours à ce niveau-là les gestes de secours, de premier secours, tout simplement, d'urgence. C'est très, très important. Et il me semble d'ailleurs, voilà, que c'est des choses qui sont apprises très, très jeunes maintenant. Je pense à l'école primaire, voire même un peu plus tôt. Donc du coup, voilà, on va parler de tout ça. Je vais d'abord, bien sûr, vous parler de l'épilepsie et principalement de mon épilepsie, parce que déjà, il faut savoir qu'il y a énormément de sortes d'épilepsie. Je n'ai pas le chiffre, hein. Honnêtement, je fais cet épisode sans m'être renseignée spécialement sur le sujet, parce que je vais simplement vous partager mon expérience et du coup, à vous dire un petit peu, à peu près ce qu'il faut faire lorsque vous êtes amené à voir ça chez quelqu'un et que la personne a besoin de vous, parce que voilà, vous êtes en quelque sorte responsable lorsque vous voyez quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un à secourir. C'est la responsabilité civile. Je pense que tout le monde sait ça, mais voilà, je pense que c'est bien aussi de le rappeler. Du coup, moi, mon épilepsie, comme je vous ai dit en début de cet épisode, je l'ai eu à l'âge de 17 ans. Voilà, c'est arrivé absolument du jour au lendemain. J'ai envie de dire vraiment du jour au lendemain parce que ça arrivait en pleine nuit. Du coup, j'étais au lycée à cette époque-là. Moi, dans mes études au lycée, j'étais en internat et tout simplement, dans la nuit, je dormais du coup, hein. Je dormais et j'ai été réveillée par des sursauts. Vous savez, c'est un petit peu les sursauts que vous pouvez avoir, mais bien sûr dans la normalité, que n'importe qui peut avoir. Des fois, on peut se réveiller, on peut justement un sursaut et sentir au niveau du corps qu'on a des tremblements des membres, tout simplement.
des jambes ou des bras. Et en fait, moi, mon épilepsie, elle se traduit comme ça. Donc, c'est une épilepsie myoclonique juvénile de son nom. Donc, myoclonique parce que c'est des myoclonies. On appelle myoclonie des spasmes, c'est-à-dire des tremblements au niveau des membres, principalement des bras et des jambes. Et du coup, des spasmes, des myoclonies involontaires. C'est-à-dire, lorsque ça m'arrivait, je ne contrôlais pas mes membres. Et du coup, c'est arrivé en pleine nuit. Voilà, j'ai eu ces sursauts, en plus de mon souvenir pendant quand même un petit moment. Donc évidemment, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Et je me souviens très très bien parce que j'étais dans une chambre avec une amie du lycée, une camarade. Et voilà, on avait notre chambre ensemble. Et je me souviens parce que ça m'a réveillée, bien évidemment, et je savais pas ce qui se passait, et je regardais autour de moi, etc. Et elle était là, et je me souviens très bien que j'ai vu qu'elle m'avait vu, qu'elle me regardait, et en fait, j'ai rien dit. Elle n'a rien dit aussi, en sachant que voilà, après c'est passé, ça n'a pas été une crise. Justement, moi, la particularité de cette crise, enfin de cette épilepsie-là, c'est qu'en fait, c'est simplement, entre guillemets, des myoclonies, des tremblements, des spasmes, voilà. J'ai pu aussi avoir des absences en parlant. Ça, c'est un autre symptôme de l'épilepsie myoclonique juvénile. On appelle juvénile parce que ça arrive déjà, c'est une épilepsie qui arrive en général au niveau de l'adolescence. Ça, au niveau des causes, j'ai jamais su la cause, voilà. Ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un choc tout simplement général qui peut se produire dans votre vie. Mais c'est vrai que c'est une épilepsie qui arrive généralement plutôt à l'adolescence. Alors peut-être au niveau du changement hormonal, etc. Je ne sais pas trop. Honnêtement, je n'ai jamais su pourquoi j'avais été épileptique à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une épilepsie qui va durer toute la vie. Euh, il faut se le dire, il faut le comprendre, il faut l'accepter. C'est long à accepter. Moi, lorsque ça m'est arrivé, ça a été hyper compliqué parce que déjà, je savais pas que c'était de l'épilepsie, je savais pas du tout ce que j'avais et ça a duré plusieurs mois parce que je l'ai caché, parce que je l'ai pas dit. Alors, suite à cette nuit à l'internat, évidemment que ça a duré par la suite, ça a duré bah, tout le temps, hein. Je me cachais, je me souviens que ça m'était arrivé une fois de tomber en me douchant parce que du coup, j'étais allée sous la douche le matin et du coup, j'avais été pris de spasmes, de tremblements, voilà, de myoclonies en me douchant. Et du coup, en étant debout, comme les myoclonies, eh ben, c'est un geste, c'est des gestes involontaires au niveau des membres, donc des bras et des jambes. Forcément, les jambes, en étant debout, j'avais des tremblements, je les contrôlais pas et j'étais tombée. Je m'étais pas fait mal, etc. Mais du coup, je me souviens que ma copine de chambre était venue me voir et elle m'avait demandé ce qui se passait. Je me souviens très bien que je lui avais menti, que j'avais pas dit ce qui se passait, parce que je savais pas ce qui se passait, parce que j'avais honte d'avoir ça. Ça paraît très bizarre peut-être si vous l'entendez, et même moi, aujourd'hui, je trouve ça encore bizarre de dire ça. Mais bien que aujourd'hui, je n'en ai plus, mais je suis persuadée que si j'en avais devant quelqu'un, j'oserais pas le dire. J'aurais cette honte d'être différente. Je sais pas, c'est hyper bizarre, mais voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le sont et pour qui c'est le cas aussi. Donc du coup, voilà, en gros, ces tremblements, ces myoclonies, etc., ben, je les ai eus pendant plusieurs mois. Je les ai cachés pendant plusieurs mois. Même quand ça m'arrivait chez moi, chez mes parents, parce que j'étais chez mes parents, je leur disais pas, je le cachais, je restais dans ma chambre jusqu'à que ça passe, parce qu'il faut savoir qu'en fait, ça pouvait durer quelques heures max, et après ça passait. Un jour, ça n'est pas passé. Voilà, un jour j'étais au lycée, toujours. C'était vraiment plusieurs mois après. Je pense que c'était facilement, je crois que j'ai passé 6 mois en ayant ça sans avoir de crise généralisée. Donc, quand on parle de crise généralisée, c'est qu'il y a une crise d'épilepsie, comme je vous disais en début, crise de tétanie, de spasmophilie, crise d'épilepsie. La crise d'épilepsie, que je parle crise grand mal qu'on appelle, c'est lorsqu'il y a un malaise, lorsque
la personne tombe dans les pommes lorsqu'elle se tétanise, lorsqu'elle a les membres. Si vous avez déjà vu quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, c'est lorsqu'elle a les membres qui se tétanisent, qui tremblent, etc. La personne peut être au sol. À ces moments-là, on parle d'avaler sa langue, on parle de choses comme ça. Voilà, ça, avaler sa langue, ça n'existe pas. Faut le savoir. Moi, je croyais que c'était un terme avant d'être épileptique. Je croyais que c'était un terme qui existait vraiment, mais en fait, pas du tout. C'est juste qu'on peut se mordre la langue, en effet, parce que du coup, on n'est pas conscient de notre corps, etc. En sachant que voilà, une crise d'épilepsie, c'est au niveau neuronal, c'est vraiment les neurones, les synapses. Si vous avez fait des cours de bio, que vous avez rappelé au lycée ou quoi, voilà, c'est ce qu'il y a entre les neurones voilà, qui est pas contrôlé par le cerveau. Et du coup, ça fait des décharges électriques et c'est ça qui fait la crise d'épilepsie. Donc voilà. Et moi, en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, tout simplement, de ma première crise d'épilepsie. Donc, il me semble que c'était en 2006, cette crise-là, je crois. En décembre, en tout cas, c'était au mois de décembre. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le matin, je me suis réveillée, j'ai eu des spasmes, des myoclonies comme ça m'était arrivé avant, sauf que ça a duré pendant longtemps, pendant toute la matinée. Ouais, pendant la matinée, parce que ça m'est arrivé au réveil vers 7 heures et que ça a duré la matinée, puisqu'en fait, un peu avant midi, voilà, j'étais déjà pas bien en classe, ça m'arrivait en classe. Et du coup, bon, j'avais une copine qui savait, je crois, à ce moment-là, il me semble, je sais plus trop. Mais bref, en tout cas, je suis sortie de classe et du coup, elle a voulu m'amener tout simplement dans ma chambre à l'internat. Et du coup, en discutant avec elle, c'est là que je suis tombée. C'est là que j'ai fait ma crise d'épilepsie. Donc, heureusement, elle était avec moi. Elle a appelé des secours, etc., machin. Et puis, on m'a amenée dans ma chambre à l'internat. Et au bout d'un temps, je me suis réveillée, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde autour de moi. Donc, c'est là que les pompiers sont venus me chercher, que je suis allée à l'hôpital et qu'on a pu faire des examens, que ma mère est venue et que c'est à ce moment-là qu'elle a su ce que j'avais. Enfin, en même temps que moi, parce que même moi, je ne savais pas. Et d'ailleurs, même les médecins ne savaient pas, parce qu'il me semble qu'on avait dû me faire un scanner, pas un IRM, je pense que c'était un scanner. Et en fait, ils ne savaient pas me dire si c'était une crise d'épilepsie, de tétanie ou de spasmophilie. Donc à ce moment-là, on ne savait pas. Suite à ça, j'ai été voir une neurologue, ma première neurologue, qui m'a posé des questions, etc. Mais en fait, moi, j'étais à cette période en mode c'est dur pour moi, en mode j'arrive pas à en parler, je pleure quand j'en parle. Très compliqué, très très compliqué. Et comme elle ne posait pas les mots sur ce que j'avais, malgré les examens qu'elle me faisait, les électroencéphalogrammes. L'électroencéphalogramme, c'est ce qu'il faut faire lorsque vous faites des crises d'épilepsie pour voir le tracé au niveau du cerveau et pour voir s'il est normal ou pas. Et voilà, si vous êtes épileptique. Mais du coup, voilà, malgré tout ça, elle posait pas des mots sur ce que j'avais et je pense que j'avais tout simplement besoin de savoir ce que j'avais. Du coup, ça ne m'a pas convenu. Je l'ai vu plusieurs fois et ça ne m'a pas convenu. J'en ai parlé à ma mère et du coup, on a décidé de changer de médecin. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu une autre neurologue qui m'a sauvée parce qu'elle a été formidable. C'est la meilleure neurologue que j'ai eue de ma vie. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai pas besoin d'un suivi comme j'avais avant. Mais du coup, on est parti pour un suivi très, très régulier. Je pense tous les mois, il me semble, à ce moment-là. Et voilà, ça a été très, très bien. Elle a été vraiment au top, à l'écoute, etc. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir cette neurologue, avoir un suivi très régulier, comme je vous disais. On est passé bien évidemment par divers traitements. Pour celles qui connaissent, j'ai commencé par du Lamictal. Ça ne marchait pas du tout. Ensuite, j'ai eu la Dépakine dont on a entendu parler aux informations, etc., qui est toujours sur le marché. J'en suis très étonnée. Je pensais qu'il avait enlevé parce que en fait, les femmes qui sont épileptiques, qui prennent ce traitement et qui sont enceintes et donc qui le prennent toujours en étant enceintes, il y a des risques pour le bébé, des problèmes moteurs, principalement des problèmes divers problèmes au niveau de la parole, au niveau de plein de choses, voilà, qu'il peut y avoir chez les enfants et ça arrive. Et du coup, je pensais qu'il avait retiré. Personnellement,
je l'ai pas pris dans ces conditions-là. J'avais 18-20 ans quand je le prenais celui-ci et en fait, j'avais toujours mes myoclonies. J'ai même fait une crise, en prenant ce traitement-là et c'était aux alentours de 2008, je crois. Et du coup, en fait, je tremblais au niveau des membres, pas des myoclonies, des tremblements normaux, entre guillemets. Et j'avais pris 10 kilos. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit à la neurologue que ça ne me convenait pas. Surtout qu'en plus, il traitait pas mon épilepsie, donc ça servait à rien de prendre quelque chose qui m'a fait grossir, trembler, des effets indésirables, quoi, des traitements, comme tous les traitements. Donc, c'est à revoir lorsque c'est le cas. Et du coup, elle me l'a retiré. Petit, petit à petit, quoi, elle me l'a retiré et elle l'a remplacé par le Keppra. Donc, j'ai, je pense, depuis 2009-2010, on est en 2023, que je prends toujours à des doses maintenant plus faibles qu'avant. Mais du coup, voilà, le Keppra qui m'a sauvée parce que je n'ai, je crois que j'avais fait encore une crise sous Keppra, oui. J'avais fait une crise, mais c'était pas suite à un oubli. Donc, en fait, le Keppra, moi, il me stabilise totalement. Par la suite, j'ai pu passer mon permis, que j'avais pas pu passer du coup à 17 ans, parce que quand je commençais à faire le code, la conduite, c'est là que j'ai commencé à être épileptique en fait. Donc du coup, j'avais dû arrêter et j'ai eu mon permis à 28 ans, je crois, il me semble. Voilà, j'ai pu le repasser parce que j'avais pas fait de crise depuis plusieurs années. Il y a des choses à prouver quand on est épileptique et qu'on veut passer son permis. Mais voilà, en tout cas, le Keppra, il m'a stabilisé. Je ne fais à ce jour plus de crise. Je n'ai plus d'absence, je n'ai plus de myoclonie, même en dormant ou quoi que ce soit. Enfin, j'en ai plus du tout. J'ai un dosage assez faible quand même, mais voilà, je dois prendre mon traitement matin et soir. Et ça, je dois absolument bien le prendre et ne pas l'oublier. Ma dernière crise, elle date de 2016. J'avais oublié, comme je vous disais, mon traitement. Je travaillais de nuit en clinique et en fait, en allant au travail à 21h, j'ai oublié de le prendre le soir, quoi. Euh, Et pendant ma nuit de travail, je me suis rendu compte que je l'avais oublié, je l'avais pas sur moi, je ne pouvais pas rentrer chez moi, je devais dormir ailleurs parce que je bossais de nuit et que ça faisait loin où j'habitais. Enfin, du coup, j'ai pas pu l'avoir pendant plus de 24 heures et la crise est arrivée. Et du coup, voilà, je pense que c'était la quatrième, il me semble. Ouais, j'ai fait 4 crises en tout et les 2 dernières, c'était par oubli et les 2 premières, c'était parce que j'avais pas encore de traitement satisfaisant pour moi. Mais voilà, c'est vrai que lorsqu'on est épileptique, il faut essayer divers traitements jusqu'à trouver le bon. Si vous trouvez le bon, il faut le garder. Après au niveau remboursement, il y a aucun souci. Moi, j'ai pas le statut, de par rapport au handicap parce qu'il faut, lorsqu'on a ça, il faut faire des crises régulièrement. Je préfère ne pas en faire que d'avoir ce statut, bien évidemment. Mais voilà, je peux conduire, je travaille. Alors par contre, je refuse de travailler la nuit suite à ce qui s'était passé. On ne sait jamais si le rythme de nuit il est difficile, en sachant que lorsqu'on est épileptique, le sommeil il est très 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 important. Les traitements, ils peuvent fatiguer plus que la normale, donc vous avez besoin d'avoir un rythme de sommeil satisfaisant. Vous avez besoin d'avoir une bonne hygiène de vie quand même. L'alcool, c'est pas interdit, mais c'est pas non plus hyper conseillé. Faut pas non plus en abuser. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Donc voilà, moi je pas, de toute façon, je suis pas, je bois très peu, et très rarement. Voilà, au niveau du sommeil, ça va, je fais attention. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des choses, il y a des choses quand même à prendre en compte. Plusieurs fois, je me suis posé la question si j'étais encore épileptique ou pas. Parce que finalement, quand on prend le traitement tout le temps, est-ce que, ben, du coup, ça nous traite ça, mais c'est vrai que je me suis dit plusieurs fois, est-ce que je le suis toujours? Voilà. Je vais vous parler après d'un peu de ce qu'il faut faire quand on voit quelqu'un faire une crise, comme je vous ai dit au début. Mais voilà, en tout cas, ouais, quelquefois, j'ai eu envie de diminuer un petit peu mon traitement et je vous avoue, je l'ai déjà fait. Pour voir ce que ça faisait, etc. Ben, ça n'a pas été bon, mais après,
L'avantage chez moi, c'est que mon épilepsie, elle est myoclonique, c'est-à-dire que je peux pas faire une crise généralisée. Ça n'est jamais arrivé. Je peux pas faire une crise généralisée sans avoir eu des myoclonies avant. Ça veut dire que mes myoclonies, elles vont, si elles durent, elles vont m'amener à penser que je peux faire une crise d'épilepsie. Mais si j'ai pas de myoclonie, c'est impossible que je fasse une crise d'épilepsie grammale. Donc en fait, c'est un peu les signes. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je m'étais dit des fois, je diminue un peu la dose pour voir. Et, euh, et si j'ai des myoclonies, ben, je reprends la dose ou quoi. Mais bon, c'est pas conseillé. J'en ai parlé à ma neurologue actuelle, puisque ensuite, celle que j'avais avant, elle était à Montpellier. Maintenant, comme je suis à Cannes, j'en vois une autre que je vois qu'une fois par an, voire un an et demi. Elle ne souhaite pas me voir régulièrement, tout simplement parce que j'en ai pas besoin. J'ai pas d'EEG à faire, d'électroencéphalogramme. Le traitement n'est pas à revoir et il est satisfaisant. Donc en fait, c'est juste une ordonnance avec de la discussion, etc. Lorsqu'il y a eu le vaccin du Covid, ça m'a amené à réflexion tout de même parce que c'était un vaccin qu'on ne connaissait pas et je me demandais quand même si c'était compatible avec mon épilepsie. Donc je l'ai fait quand même, mais par obligation. Mais mais voilà, c'est vrai que je m'étais posé la question. Quand je veux prendre un traitement, quel que ce soit, il faut que je fasse attention à la compatibilité, qu'il n'y ait pas d'interaction. Donc voilà, tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes épileptique, vous pouvez vivre avec cette épilepsie. À partir du moment où vous avez un traitement qui vous stabilise, qui vous règle tout ça, vous pouvez travailler, vous pouvez conduire. Alors après, voilà, je parle de mon épilepsie à moi, il y en a d'autres sortes. Et là, ça sera différent. Donc, je pourrais pas forcément vous conseiller à ce sujet. Je vous conseillerais toujours d'en parler avec votre neurologue, d'avoir un suivi régulier. C'est très, très important de pas faire comme moi, d'oublier votre traitement. Vraiment, mettez-vous des alarmes. Maintenant, c'est ce que je fais. Je mets une alarme sur mon téléphone. Voilà. Je le prends pas forcément à heure hyper régulière comme une pilule ou quoi, par exemple. Il y en a qui prennent leur traitement comme ça. Au début, c'est ce que je faisais. Je mettais un réveil carrément pour le prendre vraiment tous les jours à la même heure. Maintenant, quand mes horaires de travail sont différents, donc je peux pas le prendre tout le temps à la même heure. Le soir, c'est pareil, c'est un petit peu compliqué parfois, donc je le prends pas toujours à la même heure, mais j'ai un délai, on va dire, entre le matin et le soir qui est assez large apparemment. Puisque parfois je le prends à 5 heures du matin et parfois le soir je le prends qu'à 21 heures, donc c'est assez large. Euh, donc voilà, c'est vrai que on va dire, je suis reconnaissante d'avoir quelque chose qui me traite, hein, qui m'empêche pas de vivre, hein. Parce qu'au début ça a été très très difficile. C'est vrai que là je vous ai parlé un petit peu de tout, mais mais voilà, ça a été une épreuve très difficile parce que j'ai mis beaucoup de temps en fait à savoir qu'est-ce que j'avais, à être traitée correctement. C'est-à-dire que mon épilepsie a commencé en 2006. Je pense qu'elle a commencé en avril 2006, que ma première crise, elle a été en décembre 2006. Et le traitement, franchement, c'est à partir de 2010 qu'il a commencé à être bien stable pour moi et tout ça. En sachant que voilà, j'ai fait d'autres crises, j'ai fait 2006, 2008, en 2011, j'en avais fait une. Par oubli aussi, en 2016, j'en ai fait une autre. Et voilà, depuis, j'en ai plus fait, mais je dois faire très attention. Aussi, ce que je veux vous dire, c'est qu'une personne qui fait une crise, la première des choses, c'est la sécurité. Il faut absolument mettre la personne en sécurité. Il peut se passer des choses dingues. J'en avais parlé dans une vidéo et tout ça déjà, sur d'autres plateformes. Moi, ma deuxième crise, elle m'a quand même assez choquée parce que je crois que je m'en souviens, ou alors c'est ce qu'on m'a raconté. Je suis plus trop sûre, mais en tout cas, je sais que j'avais des spasmes, des myoclonies, etc. Je suis tombée. Je tombais plusieurs fois, plein de fois dans la matinée, je suis tombée. Et en fait, je sortais d'une voiture et voilà, je suis tombée. Et ensuite, je me suis relevée. En fait, j'ai pas fait un malaise, en mode on fait un malaise, on tombe dans les pommes, on n'est pas conscient. Je suis tombée et je me suis relevée, mais sans que mon cerveau soit conscient, mais mon corps était en action parce que j'ai couru, j'ai marché, j'ai ouvert un portail, je parlais, je disais des choses totalement inconscientes. Donc c'est très bizarre. Je pense que si la personne fait ça et qu'elle est seule, ça peut être très dangereux
selon ce qu'il y a autour d'elle, allez savoir. Voilà. Je pense que ça peut être très dangereux. Donc, si vous trouvez une personne qui fait en tout cas une crise, un malaise, même si elle tombe dans les pommes, il faut absolument la sécuriser, la mettre en position latérale de sécurité, donc sur le côté. Il faut faire les gestes de premier secours, appeler les secours. Voilà, la mettre sur le côté, très important pour la respiration, pour tout ça. Il ne faut pas mettre votre main dans la bouche pour tenir la langue ou je ne sais quoi. Ça peut être dangereux. Il faut éviter que la personne se fasse mal, se morde. Donc voilà, si vous avez quelque chose sous la main, oui, vous l'utilisez, mais sinon évitez ça. Donc voilà, il faut surtout en fait mettre la personne en sécurité, appeler les secours, appeler les pompiers. C'est tout ce qu'il y a à faire en fait. Vraiment, c'est absolument tout ce qu'il y a à faire. La sécurité, la position latérale de sécurité. Et voilà. Selon où vous êtes, selon ce qu'il y a autour, etc. Voilà, comme je vous dis, la sécurité. Mais après, voilà, c'est vraiment appeler les secours. Rester auprès de la personne, lui parler, la, comment dire, la rassurer. Voilà, parce que parfois, ça peut arriver, voilà, d'être consciente de ce qui se passe et d'entendre ce qui se passe et du coup, voilà, rassurer la personne. Mais ça, voilà, c'est vraiment les choses à faire. Après, voilà, si vous avez des questions, parce que j'ai eu énormément de questions quand j'en ai parlé sur les autres plateformes, mais vraiment les conseils que j'ai donnés à ce moment-là, c'était de consulter parce que je ne suis pas médecin et parce que mon épilepsie, elle est pas rare, mais elle est juvénile, donc c'est-à-dire qu'elle est pas grave. Ça veut dire ça en fait, ça veut dire qu'elle est traitable, etc. Il y a beaucoup d'épilepsies difficiles. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler correctement, qui doivent être constamment avec quelqu'un, qui ne peuvent pas conduire. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, il faut absolument rassurer la personne et voilà. Et si vous avez des questions, vraiment consultez régulièrement, trouvez un bon neurologue qui soit à votre écoute, qui vous soutienne, qui vous donne des bons conseils, qui soit là, qui soit présent. L'entourage aussi, parlez-en. Ne faites pas comme moi à cacher. Je suis pas un bon exemple pour ça parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait dès le départ. Mais bon, c'est mon histoire et maintenant, d'ailleurs, je pense que jamais j'aurais cru en 2008 là, 2006, jamais j'aurais cru qu'en 2023 là, je vous parlerai de ça sur un podcast et même quand j'en ai parlé sur les autres plateformes de vive voix, j'en parle extrêmement facilement parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un peu le deuil entre guillemets de cette maladie. Je l'ai depuis que j'ai 17 ans, donc ça fait un bail. Honnêtement, c'est comme si j'étais née avec. J'ai l'impression d'être née avec ça, quoi. Ça fait tellement longtemps, tellement l'habitude de prendre un traitement matin et soir. Alors ça me rassure pas trop de prendre des médicaments tous les jours de ma vie. J'ai demandé déjà à mon médecin. Bon, elle m'a dit que non, que c'était pas dangereux, mais bon, on sait très bien que par exemple le Doliprane, toute la vie, c'est pas bon pour le foie. Voilà, il y a d'autres traitements, bien évidemment. Aucun traitement n'est bon pour la santé, pour le corps. Donc bon, voilà. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix hein, parce que je sais, logiquement, si je l'arrête, les myoclonies vont reprendre, les absences, les crises. Les absences, c'est très compliqué aussi parce qu'on est en train de parler et en fait, le cerveau s'arrête, je pense. Enfin, en tout cas, la voix s'arrête. On arrête de parler pendant, je sais pas, des fois c'est une seconde. Hein. Et du coup, on s'arrête de parler, on s'en rend compte. En plus, on est là, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qui se passe? Où je suis? C'était un peu ça. Donc voilà. C'est vrai que c'est mon épilepsie. Il y avait quand même pas mal de choses entre l'hémiotonie, les spasmes. Enfin, c'est pareil, les spasmes et l'hémiotonie. Les absences et les effets secondaires aussi. Et puis les crises. Honnêtement, le plus difficile que j'ai eu, c'est les myoclonies parce que c'est vraiment une galère. Je me maquillais, ça dépassait, mon bras il partait. Voilà, je contrôlais pas mon geste. Quand j'étais debout, je tombais. Combien de fois je suis tombée. Enfin, et vraiment, c'était les tremblements au niveau des bras. Mes bras, c'est vraiment très bizarre. Hein. Mais voilà, c'est le cerveau. Le cerveau, il est incroyable.
Voilà, et il peut faire des choses incroyables. C'est pour ça que des fois, pendant les crises, il peut se passer des choses complètement dingues, comme ça m'était arrivé à la deuxième crise. Hem, Ma troisième crise, non, j'étais allongée dans un lit, donc il s'est rien passé. Et la quatrième en 2016, j'étais pas seule, mais honnêtement, je m'en souviens pas. Je suis tombée sur une terrasse et je me suis réveillée. J'étais dans la salle de bain par terre. Euh, donc je me rappelle plus trop ce qui s'était passé, mais voilà. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul si vous êtes épileptique, si vous avez un enfant épileptique. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à mettre des messages. Euh, je mettrai une boîte à questions. N'hésitez pas à venir m'écrire sur mon Instagram Confidence Podcast. N'hésitez surtout pas. J'avais mis le pseudo dans ma description du podcast. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions si si vous avez affaire à une crise d'épilepsie. Ne stressez pas, appelez directement les secours, soyez auprès de la personne, mettez-la en sécurité, rassurez-la que tout va bien se passer, que ça va aller et que c'est pas grave et que voilà. C'est ce que j'aurais aimé, si jamais ça m'arrivait par exemple, c'est ce que j'aimerais. Parce que parfois on peut assister à des choses où les gens ne bougent pas. Lorsqu'il se passe des choses, je trouve ça c'est fou. Mais bref, ça existe. Ça existe dans notre société, mais il faut absolument secourir les autres. C'est très important. Et voilà, c'est le message que j'avais envie de faire passer aussi, que vous soyez au courant de ce qui se passe, de ce qui peut se passer, de ce qui peut arriver, de ce qui peut vous arriver à n'importe qui. Et je pense que n'importe qui vit quelque chose de ce genre a envie aimerait être secouru, être aidé par son prochain. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura en tout cas appris des choses et que vous serez à même de pouvoir aider quelqu'un. Et voilà, je vous laisse sur cette note-là. J'espère que ça vous aura plu, voilà, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser, à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me mettre une petite note sur le podcast, ça m'aidera beaucoup à me développer, et je vous embrasse et je vous dis à mercredi prochain.